secteur agricole en phase avec son temps. C'est l'ambition affichée par notre gouvernement en partenariat avec l'agence belge de développement Enabel. Ensemble, ils ont lancé à Koulikoro les travaux de l'atelier de réflexion sur la création du pôle numérique agricole du Mali. Plus de détails avec Djemba Moussa Konaté dans ce journal. Sauvegarde de la cohésion sociale et reconnaissance de la diversité culturelle, des notions qui doivent évoluer conjointement. Un comité scientifique est opérationnel dans ce cadre. Il est chargé de la charte d'éthique et de valeurs. Et c'est quoi au juste son objectif? Alpha Maïga nous donnera la réponse. Nous sommes le 28 février, le monde met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent contre les maladies rares à travers le monde. Focus ce soir avec Barakissa Ouattara sur quelques-unes de ces maladies. À ce jour, il existe entre 60 000 et 70 000 maladies rares identifiées et 85% d'entre elles sont d'origine génétique. Merci de nous recevoir chez vous. Beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Bonsoir. Commençons par la primature. Le chef du gouvernement a présidé la 7e session extraordinaire de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO. À l'ordre du jour, la rélecture des missions et l'appréciation du projet de plan stratégique sur la période 2022-2024. Boubacar Bablé-Touré, compte rendu. Autour du chef du gouvernement, Dr Choguel Koukalamaïga, les membres du conseil d'administration de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO. C'est à la faveur de la 7e session extraordinaire du conseil d'administration de l'agence. Conseil au cours duquel les administrateurs procèdent à la relecture des missions assignées à l'AGEFO, à la présentation du projet de cadre organique et celui de l'organigramme amélioré, ainsi que le plan stratégique triennal de l'agence. Nous nous réjouissons de toute l'implication des membres du Conseil qui ont tenu effectivement à nettoyer les textes pour leur donner plus de précision. Si je parle des textes, c'est-à-dire les missions, nous avions 8 missions. Les 8 missions ont été nettoyées pour les faire de nouvelles reformulations. Nous avons aussi pu faire adopter un cadre organique et révisé qui maintient les effectifs, qui donne plus de lisibilité au recrutement, et le plan stratégique donc, qui donne des orientations claires sur la période 2022 jusqu'à 2024. Combien de localités nous devrons couvrir année par année afin que les Maliens qui attendent les télécommunications en zone rurale puissent avoir plus de crédibilité par rapport aux missions de l'AGEFO. Cette session fait suite à la 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'AGEFO. Session qui a recommandé le toilettage de certains textes qui régissent l'agence. Une démarche qui consiste à établir une congruence entre la gestion et les objectifs de l'AGEFO. C'est en connaissant de ce décor peu reluisant qu'il m'a apparu indispensable d'outiller l'AGEFO en vue de lui donner le ressort nécessaire pour retrouver toute sa place et de manière visible parmi les infrastructures de l'écosystème numérique de notre pays. Les investissements consentis dès sa création en 2016 à date sont de 21 milliards 400 millions. Des résultats pratiquement insignifiants en matière de couverture téléphonique des zones blanches du territoire ou de promotion des TIC. Il faut donc reconnaître sans complaisance que le Fonds d'accès universel, qui reste un fonds public, donc très sensible à ce titre, a été souvent réorienté vers des activités hors mission de l'agence, souvent pour satisfaire des besoins qui n'ont rien à voir avec la mission originelle de l'agence. 20 milliards ont fait l'objet de prêts à l'État à travers un protocole AGEFO, Direction nationale du Trésor de la comptabilité publique en 2020. Si le motif de ce prêt pour la gestion de la crise de la Covid peut se comprendre, les finalités des dites ressources restent illisibles pour notre État. À noter que l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO a pour mission principale de contribuer à la connectivité du territoire et au développement de l'accès universel.
Et toujours dans le domaine du numérique, le secteur agricole se veut en phase avec son temps. C'est l'ambition affichée par notre gouvernement en partenariat avec l'Agence belge de développement Enabel. Ensemble, ils ont lancé à Koulikoro les travaux de l'atelier de réflexion sur la création du pôle numérique agricole du Mali. La rencontre de 3 jours vise à soutenir la dynamique de digitalisation du secteur en cours dans la région afin de réduire la fracture numérique. Les ministres de l'économie numérique, de la recherche scientifique et celui du développement rural étaient présents à la cérémonie de démarrage, nous précise notre correspondant sur place, Djemba Moussa Konati. Cet atelier de réflexion sur la création du pôle numérique agricole du Mali est la suite logique de la 2e édition de la foire du numérique tenue à Koulikoro du 30 novembre au 2 décembre 2021. Ce cadre d'échange de 3 jours vise à étudier la faisabilité du projet relatif à la création du pôle numérique agricole du Mali dans la région de Koulikoro. Il y a cette volonté politique forte du gouvernement malien qui démontre la dynamique de digitalisation dans le secteur rural en cours de la région de Koulikoro en particulier, mais va sûrement déborder sur tout le territoire national, afin de réduire la fracture numérique d'une part et promouvoir une croissance économique et durable inclusive d'autre part. Le groupe ad hoc de réflexion penchera sur la faisabilité d'un pôle numérique agricole à Koulikoro, répondant aux besoins des acteurs ruraux. Vous comprendrez notre impatience à accéder rapidement aux résultats des travaux de ce groupe qui nous offriront à coup sûr un instrument qui combinera avec synergie les outils numériques en cours au sein du département. La concrétisation de ce vaste programme demande l'implication de toutes les compétences du monde rural. L'Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou occupe une place de choix dans ce contexte. Ces projets, ainsi que l'opérationnalisation du complexe numérique de Bamako, sont des passerelles vers des points de jonction pour la concrétisation de plusieurs initiatives de mon département, dont le plus emblématique est l'Université virtuelle du Mali. Et ce projet nous permettra de faire de Koulikoro un centre numérique agricole de grande intensité. Et vous imaginez les conséquences sur le développement social, sur la pertinence des projets, sur la croissance des richesses, sur la sécurité alimentaire et la sécurité au sens pur du terme. On a également d'autres projets innovants dans chacune des régions du Mali. Cet atelier devra permettre aux acteurs du développement d'utiliser le numérique pour atteindre les objectifs de développement durable. Ici à Bamako, la loi de programmation et d'orientation du secteur de la justice, bilan et perspective de la mise en œuvre pendant la transition, il en est question. Les acteurs de la justice et les chefs de services centraux du département concernés et leurs partenaires réfléchissent là-dessus. Tenez, ils mettent au cœur de la rencontre le retour des services judiciaires au centre et au nord de notre pays et la réforme du secteur de la justice. Adama Djimde pour plus de détails. Le déploiement des services de la justice au centre et au nord de notre pays est un pari qui est en train d'être gagné progressivement par les autorités de la transition. Pour accélérer cette cadence, les directeurs des services centraux du département de la justice, les procureurs de la République et les présidents des tribunaux réfléchissent sur la réforme de la justice et son retour en zone de crise. À l'issue de nos travaux, chaque acteur de la justice et chaque partenaire devra être informé du contenu de la loi d'orientation et de programmation de la justice, de ses objectifs et de son plan d'action. Chaque partenaire, chaque acteur doit être informé de la liste des textes en cours de relecture. Cet atelier vise à faire une revue de la loi de programmation et d'orientation pour le secteur de la justice 2020-2024. Bilan et perspectives dans le contexte actuel du processus de transition au Mali. Les acteurs de la justice plancheront sur le chantier des réformes législatives du secteur de la justice, les plaidoyers des parties prenantes nationales et des partenaires techniques et financiers actifs dans le domaine de la réforme de la justice. Le chantier de la réforme de la justice et le déploiement des autorités judiciaires dans le nord et le centre représentent une priorité pour assurer la prééminence de l'état de droit, qui est un élément fondamental de la paix durable. Et nous vous assurons aujourd'hui, au nom du système des Nations Unies, de notre volonté d'appuyer le ministère dans la réalisation de ces objectifs. Cet atelier est d'autant plus opportun qu'il offre l'occasion de débattre de la problématique
du retour des services publics de l'État, notamment les autorités judiciaires et pénitentiaires, dans les zones affectées par la crise sécuritaire au centre et au nord du pays. Grâce aux efforts remarquables fournis ces derniers temps par les forces armées maliennes, incite à engager une réflexion afin que les zones libérées du joug des terroristes et autres forces obscurantistes puissent être occupées rapidement par les services de l'État. C'est le lieu d'adresser nos vives félicitations et nos sincères encouragements aux forces armées maliennes dont la bravoure et l'abnégation continuent de séduire largement au-delà de nos frontières. Au cours de cette rencontre, il sera aussi question de l'état de mise en œuvre de l'accord passé entre le gouvernement et les syndicats. Cela pour assurer la sécurité des acteurs de la justice au centre et au nord de notre pays. Demain, mardi 1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu pour cette édition va en droite ligne d'une conjoncture internationale de plus en plus marquée par des mouvements de population consécutifs aux conflits et aux effets des catastrophes liées au changement climatique. Un accent particulier est mis sur le rôle des volontaires et la lutte contre la pandémie. Suivons Nuhum Sissoko pour d'autres précisions. La Journée mondiale de la protection civile a été instituée en 1990 par l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile. Elle vise à interpeller les États sur leur rôle dans le développement de structures assurant l'assistance aux populations, la protection des personnes et leurs biens, ainsi que celle de l'environnement face aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles. Le thème retenu cette année est protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie. Ce thème est évocateur de certaines problématiques qui éprouvent notre pays et au-delà le monde entier. Au Mali, le rapport DTM de décembre 2021 de la Direction nationale du développement social dresse le tableau suivant. 350 110 personnes déplacées sur toute l'étendue du territoire national, répartis essentiellement entre Bamako, Gao, Kay, Kidal, Koulikoro, Menaka, Mopti, Ségou et Tombouctou. En ce qui concerne la gestion de la pandémie de la Covid-19, qui constitue une préoccupation mondiale, nous constatons une diminution du nombre de cas journaliers enregistrés dans notre pays grâce à la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle de riposte basée sur les mesures de prévention sous la bonne coordination du ministère en charge de la santé. Cette journée est aussi une occasion pour informer les populations sur les missions de la protection civile afin de renforcer leur résilience face aux catastrophes. Notre pays s'est inscrit dans une dynamique de montée en puissance des forces de défense et de sécurité, ayant pour objectif de permettre le redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire national, consigné dans le premier axe du plan d'action gouvernemental. Les actions menées à cet effet renforcent de manière significative les capacités de la Direction générale de la protection civile à travers la construction de nouvelles unités, la dotation en équipement et matériel d'intervention et le recrutement massif de personnel. Les autorités entendent commémorer cette journée par des actions au bénéfice des personnes déplacées et l'organisation de formations de masse sur les gestes qui sauvent. Et si l'on peut dire comme ça, le Mali a le vent en poupe. Après la réussite de Expo Dubaï 2020, nous voilà sur un autre terrain, celui du Forum maroco-malien sur l'investissement. Ce forum qui va se dérouler du 17 au 19 mars prochain a pour but d'attirer et de faciliter l'investissement productif et la mobilisation des compétences des diasporas. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a animé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs, occasion d'évoquer également l'actualité, la situation de nos compatriotes vivant en Ukraine. Mamadou Fani nous en parle. Le Forum maroco-malien sur l'investissement productif et la mobilisation des compétences des diasporas se tiendra du 17 au 19 mars prochain. En prélude à cette rencontre, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a animé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de ce forum. Le but de ce forum et de d'autres que nous allons organiser, d'amener notre diaspora à investir dans des secteurs plus porteurs, plus productifs, qui permettront à cette diaspora de faire face, d'une part, à ses obligations sociales ici,
mais en même temps de produire des richesses qui peuvent être investies autrement pour créer de l'emploi. Le Mali dispose d'une diaspora forte et engagée dans plusieurs domaines. La mobilisation de cette diaspora permettra de capitaliser leurs compétences, mais aussi d'accroître leur investissement au pays, dira le ministre Alhamdou Ag Ilien. La diaspora malienne qui est à l'extérieur est une diaspora extrêmement engagée dans le processus de développement de notre pays. Elle fait des investissements, des rapatriements de fonds estimés, ceux qui sont actés et connus par les voies normales, à 530 milliards à peu près au minimum. Et quand on ajoute à cela les investissements qui ne sont pas connus ou qui ne viennent pas par les voies légales, nous tournons autour de 1000 milliards par an, donc supérieur à toute l'aide publique au développement du Mali. S'agissant de la situation des 50 Maliens vivant en Ukraine, le ministre rassure que les dispositions sont prises pour assurer leur protection. Et depuis le début de la crise, nous sommes en contact avec ses compatriotes pour porter assistance immédiate à ses compatriotes. Le problème que nous avons maintenant, c'est que nous ne pouvons pas les faire sortir parce que les frontières sont fermées, les aéroports aussi, et il n'est pas prudent de sortir. Il n'y a qu'un seul corridor, c'est celui de la Pologne, qui est complètement engorgé actuellement avec les massifs départs des Ukrainiens et même de toutes les nationalités qui sont là. Donc nous travaillons à ce que d'abord nous puissions leur amener des conditions de survie. Nous leur avons demandé de rester chez eux et de ne sortir que quand vraiment c'est absolument obligatoire. 100 à 150 personnes sont attendues à ce forum financé par l'Union européenne, la GIZ, avec la mise en œuvre d'Expertise France. La rencontre sera sous la haute présidence du Premier ministre. Voilà, le rendez-vous est pris du 17 au 19 mars prochain. Sauvegarde de la cohésion sociale et reconnaissance de la diversité culturelle des notions qui doivent évoluer conjointement. Un comité scientifique est opérationnel dans ce cadre. Il est chargé de la charte d'éthique et de valeurs. Le ministre de la Culture a lancé les activités du comité composé de différentes personnalités. Ces derniers ont pour tâche de trouver des réponses adéquates d'éthique et de valeurs pour éviter toute perdition des futures générations. C'est ce que nous dit Alpha Maïga. La charte d'éthique et des valeurs dont il est question a pour objectif de doter le Mali d'un référentiel sur les éthiques et les valeurs partagées ancrées dans la civilisation millénaire. Cette cérémonie est consacrée justement au lancement des activités de son comité scientifique. Différentes personnalités constituent l'ossature du comité afin que la sauvegarde de la cohésion sociale aille de pair avec la reconnaissance de la diversité culturelle. La mission assignée au comité scientifique est de rédiger la charte d'éthique et des valeurs du Mali et d'en assurer la validité et la rigueur scientifique. Cette mission se décline en quelques points qui sont, entre autres, élaborer les outils et instruments de collecte et les grilles d'analyse des données et informations, produire des rapports d'étape, conduire le processus de rédaction du document final de la charte. Nous prenons l'engagement ici de mériter toute votre confiance et celle de la nation entière. Je sais que la tâche ne sera pas facile, compte tenu du contexte multidimensionnel dans lequel s'élabore ce projet. Nous ferons preuve de plus de responsabilité, de dépassement de soi pour relever le défi, et cela a toujours été une caractéristique de notre grande nation. La charte d'éthique et de valeurs est donc une réponse urgente, voire appropriée, qui s'avère nécessaire afin d'éviter un effondrement de notre société. Aussi, elle sera vulgarisée et introduite au programme d'enseignement public. Dans cette perspective, le président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement afin que soient prises des mesures pour restaurer ces valeurs qui ont toujours constitué le ferment et le ciment de notre société. D'où la mise sur chantier du document Charte d'éthique et des valeurs du Mali. La charte d'éthique et des valeurs est en vue. Elle fait suite à la progression de l'effondrement social et moral de la société. À cela, il faut ajouter la perte de nos valeurs séculaires considérées inaltérables.
Diversité culturelle, éthique et valeurs sociétales, ça s'apprend dans les familles et surtout dans les amphithéâtres de nos universités. Un tour du côté de l'école normale supérieure où on nous signale que l'année académique 2020-2021 s'est bien déroulée. C'est ce qui ressort en tout cas de la 8e session ordinaire de son conseil d'administration. Le budget prévisionnel est estimé à plus de 2,3 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Fademba Keita, reportage. La 8e session ordinaire du conseil d'administration de l'ENSUP, École normale supérieure, organe délibérant selon son nouveau statut, est pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un espace de consolidation des acquis, de renforcement des compétences à travers l'amélioration des performances. Les documents soumis à l'appréciation des administrateurs vont en droite ligne des activités contenues dans la revue intitulée « Les cahiers de l'ENSUP » et de la cellule interne d'assurance qualité. Malgré les difficultés financières et le manque de ressources humaines, des réalisations ont été faites, des projets sont en cours conformément aux missions de l'école et redéfinies en 2000 et en 2010 suivant l'ordonnance numéro 10-026 du 10 août 2010. La difficulté, c'est en fait les infrastructures. C'est des infrastructures, n'est-ce pas, qui sont obsolètes. Et puis, il y a aussi l'insuffisance, n'est-ce pas, du budget, la dotation. Alors, nous avons aussi des projets avec l'UNESCO pour la formation à distance. Et nous avons aussi les activités au niveau de la cellule interne d'assurance qualité, n'est-ce pas, qui joue, n'est-ce pas, un grand rôle actuellement pour la qualité des offres de formation que nous donnons ici à l'école normale supérieure. Aussi, voudrais-je vous exhorter à procéder à une analyse critique des documents qui nous sont soumis afin que sortent de cette session des résolutions pertinentes pour la réussite et la pérennisation des activités de l'école. Précisons qu'à l'instar des universités et d'autres grandes écoles du Mali, l'école normale supérieure est dans le système licence, master, doctorat. Voyons à présent la 95e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS. La bonne gouvernance, l'audit des procédures, l'élargissement de la base de la couverture sociale sont entre autres activités programmées pour l'année 2022 avec un plan financier arrêté en recettes à plus de 240 milliards de francs CFA et en dépenses à plus de 221 milliards de francs CFA. Compte rendu, Garibou Pérou, Aliou Touré. Les recettes de l'année écoulée de l'Institut national de prévoyance sociale INPS se chiffraient à plus de 198 milliards de francs CFA. Ces recettes ont permis à l'institution sociale de respecter tous ses engagements. Au cours de l'exercice 2021, l'INPS a payé au titre des prestations techniques les sommes suivantes. Pension de retraite, 81 milliards 854 millions 541 574 francs CFA. Prestations familiales, 13 milliards 710 millions 381 982 francs CFA. Risques professionnels, 1 milliard 205 millions 581 000 francs CFA. Enfin, à la date du 31 décembre 2021, l'Institut dégage un solde d'exploitation de 13 milliards 554 millions 984 733 francs CFA. Au titre de l'année 2022, le budget de l'INPS connaît une augmentation en recettes et en dépenses. Pour l'année 2022, est arrêté en recettes à 240 milliards 174 millions 207 743 francs CFA. Le budget 2022 connaît une augmentation de 18,28% au titre des recettes et de 17,76% au titre des dépenses par rapport à l'année 2021. Ce qui concerne l'amont, le budget pour l'année 2022 prévoit 53 milliards 403 millions 469 383 francs CFA. S'agissant du programme d'activité 2022, il prend en compte des missions d'audit, de vérification et d'inspection intervenues courant les 3 dernières années. L'absence de convention d'objectifs entre la tutelle technique et le conseil d'administration et de contrat de performance entre le conseil d'administration et la direction générale ne garantit pas la pleine réalisation des missions confiées aux différents acteurs.
L'INPS, selon Madame le ministre, a passé des marchés, mais certains exécutants restent encore impayés. Ces dettes constituent des dettes d'exploitation que l'Institut doit gérer afin d'assainir les états financiers et éviter un contentieux qui risque de se terminer par des procès longs, coûteux, avec des dommages et intérêts. Nous allons faire en sorte que l'INPS soit bien gouverné, qu'il y ait la bonne gouvernance. Et les réformes vont dans ce sens-là. Et quand vous verrez au niveau de la gestion technique, vous verrez que la gestion technique, c'est d'abord 3 axes majeurs, notamment les pensions. Les pensions, les prestations familiales et les ATMP. Ces régimes-là vont connaître une grande évolution. L'INPS assure la protection sociale des travailleurs salariés indépendants ainsi que les membres non salariés des professions libérales. Les charges de famille, les accidents et maladies professionnelles sont entre autres risques pris en charge par l'INPS. À l'issue des travaux de la 95e session, les administrateurs vont immédiatement entamer les travaux de la 96e session du Conseil d'administration de l'Institut national de prévoyance sociale. L'hôpital du Mali a tenu la 19e session de son conseil d'administration. L'examen et l'adoption du programme d'activité de 2021 et de 2022 et le budget de 2022 à l'ordre du jour. Inaba. L'année 2021 n'a pas été totalement rose à l'hôpital du Mali. Le contexte sanitaire oblige. Malgré cette crise sanitaire, cette structure hospitalière a enregistré des résultats probants. 110% de consultations, 93% d'interventions chirurgicales, entre autres. Pour 2022, l'hôpital du Mali se fixe des objectifs précis. Continuer avec l'extension de l'hôpital, nous envisageons construire un complexe de blocs opératoires, d'imagerie médicale et puis de stérilisation centrale. En plus de cela aussi, nous voulons améliorer nos plateaux techniques parce qu'on a des équipements tels que le scanner, l'IRM et l'accélérateur qui sont vétustes. Les équipements nous coûtent trop cher en termes de maintenance. Pour cette 19e session, l'ordre du jour porte sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité de 2021 et de 2022 et celui du budget de 2022. Le budget du Mali s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 4 191 822 903 francs CFA contre 5 306 906 910, soit une diminution globale d'1 117 84 007 francs CFA, soit un taux de 21,4%. Cette diminution s'explique en grande partie par la baisse de la subvention de l'État liée aux investissements. À la date d'aujourd'hui, l'hôpital du Mali a réalisé 41 000 consultations, 1300 interventions chirurgicales et il est considéré comme l'un des plus grands sites de prise en charge du Covid-19. Le ministre de la Santé au Conseil national des personnes âgées du Mali à l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, communément appelé Maison des aînés, et au Centre national de transfusion sanguine. Salimata Ndao et Makan Diakité étaient de la visite. Budget insuffisant, cherté de la prise en charge de certaines pathologies telles que la maladie de Parkinson, manque de matériel roulant, ce sont là quelques difficultés soulevées par le Conseil national des personnes âgées du Mali en présence du ministre de la Santé et du Développement social. Une autre structure en lien avec le troisième âge, l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, communément appelé Maison des aînés, a elle aussi eu l'occasion de se confier au ministre. Le personnel demande l'application du manuel de procédure de l'Institut. Cette structure rencontre de multiples problèmes qui expliquent les récents préavis de grève. J'ai pris connaissance des difficultés des doléances du comité syndical et ces cris de cœur ont été entendus et le département fera tout ce qu'il peut pour satisfaire les travailleurs. J'ai aussi donné des orientations, lancé des pistes de réflexion, notamment dans l'assistance aux personnes âgées qui vraiment méritent cette assistance, ont besoin de cette assistance et le renforcement de tout ce qui est fait en termes de prise en charge sanitaire des personnes âgées. Au Centre national de transfusion sanguine, le ministre note entre autres difficultés la vétusté des locaux et la faiblesse de la chaîne de froid.
En 2021, la structure a collecté plus de 59 400 poches de sang. Parmi les donneurs, seulement 21% sont des bénévoles volontaires. Le sang, c'est tout. Le sang, c'est la vie. Donc ici également, il y a des difficultés que le directeur et l'ensemble des travailleurs ont portées à ma connaissance. J'ai pris bonne note. Il y a des urgences ici à gérer. Inch'Allah, très bientôt, nous allons revenir avec les solutions aux questions urgentes qui sont aujourd'hui d'actualité au CNTS. Et aussi, il y a des perspectives, des recommandations qui ont été formulées, notamment sur la déconcentration ou la décentralisation des activités du CNTS pour que le sang puisse être distribué partout au Mali de la même manière. L'autre appel, c'est d'inviter tout le monde à se faire vacciner, que les vaccins sont là, ils sont disponibles partout. Les services visités ont apprécié l'approche du ministre qui ne fait que renforcer leur engagement à mener convenablement leur mission. Engagement également à se faire vacciner pour protéger les autres contre la maladie à coronavirus. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Aujourd'hui, 28 février, nous enregistrons 3 cas positifs, 28 guéris, 0 décès et 74 personnes sont sous traitement. Direction Gogi, c'est la frontière Mali-Mauritanie. Nous vous amenons sur les traces des premiers camions transportant le coton malien. C'est pour dire que le corridor Bamako-Nouakchott est bel et bien fonctionnel. En voilà la preuve avec l'évacuation de la fibre de coton par ce corridor. 2 membres du gouvernement ont pris part aux opérations afin de saluer et d'encourager cette nouvelle dynamique de coopération entre Bamako et Nouakchott. Nos envoyés spéciaux depuis Gogi sont Dougou Fana Traoré et Abdul Salam Bambara. Commune de Gogi, cercle de Nyoro du Sahel, dans la nouvelle région de Nyoro. Nous sommes à la frontière avec la Mauritanie et c'est par ici que le convoi transportant du coton malien franchit la ligne frontalière entre les deux pays. Ces 53 camions avec 1600 tonnes de coton fibre ont pris le départ il y a 24 heures à Bamako, direction le port de l'amitié de Nouakchott. Une alternative face à l'embargo imposé à notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À Gogi, le colonel Assimi Goïta a été vivement salué pour son implication personnelle pour la réussite de la dernière campagne cotonnière avec à la clé une production record de 750 000 tonnes. Grâce au soutien de l'État malien, à travers l'organisation des assises nationales sur le coton, la fixation d'un prix d'achat de base très attractif, le maintien de la subvention des intrants agricoles et aux efforts conjugués des producteurs de coton et de l'encadrement de la sémenteté, le Mali battra un nouveau record en termes de production cotonnière. En effet, en dépit des aléas climatiques très durs, les prévisions de production de la campagne 2021-2022 s'établissent à environ 760 000 tonnes de coton graine contre seulement 156 400 tonnes la campagne précédente. L'ouverture du corridor Bamako-Nouakchott a tenu considérablement les effets de l'embargo sur le monde des affaires du Mali. Le coton est l'un des principaux produits d'exportation de notre pays. Et vous savez, depuis que cette malheureuse situation d'embargo a commencé depuis janvier, le coton malien est bloqué. Même les cargaisons qui avaient été chargées sont bloquées au niveau de certains corridors, notamment le corridor sénégalais. Donc il n'y avait pas d'autre solution. Heureusement que d'autres corridors sont là pour notre pays, pour que nous puissions vraiment organiser l'expédition de notre coton. Le génie malien s'est transformé les difficultés en opportunités. Aujourd'hui, grâce à la CMDT, qu'il faut saluer au passage, vous savez, nous les hommes d'affaires, nous les opérateurs économiques, nous sommes flexibles, en même temps rigides. Flexibles parce que nous trouverons toujours des voies et moyens pour détourner l'embargo qui est imposé à notre peuple. Rigides, lorsque nous commençons à fréquenter une destination, ça sera très difficile de nous faire revenir sur les destinations ou les ports qu'on utilisait avant l'embargo.
le ministre du Développement rural ainsi que celui en charge des transports se sont réjouis du bon démarrage des opérations d'évacuation des balles de coton par le corridor Bamako-Nouakchott. Nous disons que depuis longtemps, des démarches ont été entreprises auprès des autorités mauritaniennes dans le cadre de faciliter le transit du fret malien. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu l'accompagnement des autorités mauritaniennes, c'est-à-dire la réduction des tracasseries sur le corridor Bamako-Nouakchott via le port de l'amitié de la Mauritanie, qui aujourd'hui nous enchante beaucoup. Notre pays, le Mali, est un pays continental, entouré par 7 pays, dont 4 sont de l'UEMOA et 3 ne sont pas de l'UEMOA. Lorsque toutes nos marchandises, les transits de nos marchandises se font par ces 7 ports. Lorsque au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, on a pris cet embargo injuste contre notre pays, donc on a décidé de diversifier nos ports de transit. Au lieu que la part substantielle de nos marchandises passe par les pays qui ont pris un embargo contre nous, on a choisi les 3 autres ports qui ne font pas partie des pays ayant pris l'embargo pour faire transiter une part de notre exportation de coton. L'événement a été fêté par les habitants de Gougui qui ont exprimé leur fierté aux autorités pour cette opération. Visite de courtoisie aux notabilités a mis fin à cette cérémonie. Sur un tout autre plan, l'Alliance pour une transition intelligente est réussie face aux hommes de médias. Des propositions faites pour le développement du pays au menu des échanges, nous précise Batraoui. Depuis sa création en septembre 2020, l'ATIR, Alliance pour une transition intelligente et réussie, s'est donné comme mission d'accompagner les autorités de la transition afin que cette étape de notre histoire soit une réussite. L'Alliance maintient cette position, mais avec certaines conditions. Il est indispensable pour que la transition réussisse, que la sécurité soit rétablie. Notre priorité numéro 1, c'est la sécurité. Nous voyons aujourd'hui que la transition a mis l'accent sur ce problème-là. La relecture de la charte a déjà donné des voies telles que l'élargissement du CNT. Le plus important, c'est sûrement le CNT, parce que c'est ce CNT qui représente les communautés sur le terrain. Et c'est pour cela que nous demandons que pour la réussite de la suite de la transition, il faut qu'au CNT soient représentés tous les cercles du Mali. Enfin, l'Alliance pour une transition intelligente et réussie rejette les sanctions illégales prises contre le Mali par la CEDEAO et les autres partenaires internationaux. Toujours en parlant des alternatives de développement du pays, le collectif pour la refondation du Mali fait aussi des propositions, comme par exemple le paiement des impôts et des taxes pour améliorer la mobilisation des ressources. Une rencontre dénommée Conférence populaire sur la situation actuelle du Mali s'est tenue dans ce sens à Koutiala par le COREMA, la correspondance de Brahima Kouli. Le COREMA, collectif pour la refondation du Mali, communique sur des sujets d'actualité. Il s'agit entre autres de la révision de la charte de la transition, l'augmentation du nombre des membres du CNT, la réduction de leur train de vie, la situation actuelle des rapports de coopération entre le Mali et la France, marquée par le retrait des forces Barkhane et Takuba sous la supervision des autorités maliennes. L'objectif de cette rencontre que les dirigeants du COREMA appellent conférence populaire est de faire le point des avancées significatives de la transition et inciter plus d'un au resserrement des rangs pour plus de résilience face aux sanctions que la CEDEAO et l'UEMOA nous ont infligées. C'est de donner des informations importantes, fiables et fondées sur les actualités du Mali. Et surtout nous, en tant que membres du Conseil national de transition, nous avons profité pour essayer de faire la restitution sur la charte qu'on a adoptée et en même temps relayer les difficultés et les informations à l'autorité compétente pour prendre des mesures qui conviennent. Le COREMA engagé pour une transition réussie s'est soumis à un exercice de questions-réponses assorti d'éclaircissements sur certaines grandes préoccupations des Maliens.
Il a aussi invité les populations à plus de citoyenneté et d'engagement patriotique afin de mener à bien le processus de refondation de l'État. Nous nous inscrivons dans l'aspiration du peuple malien, dans la dignité et l'honneur du respect du peuple malien. Bravo à ce peuple, car même après les sanctions, le peuple est resté soudé. Les conférenciers ont salué l'engagement des habitants de la capitale de l'or blanc à soutenir les autorités de la transition. À Kay, renouvellement du bureau du parti Rassemblement pour le Mali, RPM. Les cadres du bureau politique national ainsi que les militants et sympathisants du cercle de Kay ont pris part à l'événement. Benogo Fofana, correspondance. C'est parti pour les activités de la section du parti Rassemblement pour le Mali, RPM de Kay, à travers cette conférence. Pour cela, des membres du bureau politique national, militants et sympathisants sont venus des 28 communes de Kay pour redynamiser le bureau du cercle de Kay. Après vérification des mandats, suivi de 2 heures de travaux, l'Assemblée a validé un bureau de 89 membres pour un mandat de 3 ans. Je suis aujourd'hui frappé par un sentiment de légitime fierté. Fierté d'être le choix de mes camarades. J'appelle tous les militants de Kay, parce que ce n'est pas la section seulement. La section repose également sur les militants de base qui doivent se mettre en ordre de bataille. Le président du parti a mis à profit cette conférence pour inviter les Maliens à se donner les mains. Mon appel, mes chers compatriotes, surtout dans la situation très difficile que vivent nos populations, c'est de demander à chacun de savoir raison garder. Notre peuple a beaucoup souffert et beaucoup de choses sont dites. Il ne faut pas chercher de boucs émissaires. Il faut s'engager résolument à avancer et à aider le pays à s'en sortir. Au terme de la conférence, le président du parti Boukari Treta a aussi invité les militants et sympathisants à plus de cohésion et de dynamisme pour l'atteinte des objectifs du parti RPM. Nous arrivons à présent à Focus Santé, notre rendez-vous du lundi. Et en ce 28 février, le monde met à l'honneur le combat de tous ceux qui œuvrent contre les maladies rares. À ce jour, il existe entre 60 000 et 70 000 maladies rares identifiées et 85% d'entre elles sont d'origine génétique. Au Mali, le CHU du Point G a répertorié plus de 600 personnes atteintes d'une maladie rare. Et à présent, question: quand dit-on qu'une maladie est rare? Barakissa Ouattara va nous répondre. Suivons ensemble. Avec 4 enfants handicapés, la vie de Leila Napo est calquée sur ces derniers. Elle doit s'adapter à leurs besoins au quotidien. Ces 4 enfants sur 6, tous issus de mariages consanguins, souffrent de paraplégie spastique héréditaire, une pathologie classée parmi les maladies rares. Les symptômes apparaissent généralement lors de leur quarantaine. Je remarque que leurs têtes ne tiennent pas sur place. Elles tremblent. Et à 5 ou 6 mois, ils n'arrivent toujours pas à s'asseoir. Et quand ils ont l'âge de marcher, ils n'y arrivent pas. Ils tombent à chaque fois. Entendez par maladie rare toute maladie qui n'atteint qu'une personne sur 10 000 selon les Européens, ou lorsqu'une maladie atteint moins de 200 000 personnes dans un pays selon les Américains. Au Mali, 622 personnes souffriraient d'une maladie rare. Les maladies rares, elles sont nombreuses. Il y a des milliers, 6 000 environ. Mais quand on dit 6 000 environ, certaines parmi elles n'afflictent qu'une seule famille, par exemple. On sait qu'il y a une maladie rare qu'on appelle paraplégie spastique héréditaire. Donc ça, c'est la description même de cette maladie qui fait que la personne a des difficultés de marcher, la personne peut avoir des difficultés de parler et c'est la moelle épinière qui est atteinte. Chez les Djankans à Djilibougou, la majorité des membres de la famille souffrent d'ataxie spino-cérébelleuse type 3. Ils ont la forme dominante qu'ils ont héritée de leur père. D'autres oncles et cousins sont également atteints. Cette maladie a joué sur notre façon de parler et de marcher. Elle a détruit notre vie. Surtout qu'elle a été diagnostiquée chez plusieurs membres de la famille. Salif Koulibaly, lui, est ingénieur informaticien et également président de l'Association des maladies rares au Mali.
Depuis 2017, année où on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot-Marietou, son combat est de rassembler les personnes atteintes de ces maladies rares afin de faciliter leur accès aux soins. Généralement, il faut le souligner aussi, ces maladies, c'est des maladies généralement très compliquées. Les gens ne veulent vraiment pas se faire voir avec ces maladies. Donc l'objectif aussi de notre association, c'est de vulgariser vraiment l'information sur ces maladies. La maladie de Charcot-Marietou qui atteint les distalités des parties, c'est-à-dire les mains et les pieds qui s'amincissent, qui s'affaiblissent et rendant la marche un peu difficile. Et parmi elles aussi, il y a des sous-types, sous-type 1A, sous-type 1B, ainsi de suite. La plupart de ces maladies apparaissent généralement à l'adolescence ou à l'âge adulte. J'ai commencé à marcher avec la canne tout récemment sous la pression de la famille. Parce qu'accepter aussi la maladie, c'est vraiment pas évident. Parce que c'est des maladies qui apparaissent généralement à l'âge adulte. Tout jeune, mon père, il y avait des petits problèmes, mais il n'y avait pas la maladie en tant que telle. Pour la majorité des maladies rares, il n'existe pas de traitement spécifique, mais des soins adaptés peuvent améliorer la qualité de vie et prolonger sa durée. Des expériences qui sont en cours dans la maladie de Charcot-Marietou, dans la maladie de Duchenne, dans la maladie de Huntington, qui sont en train de remplacer les gènes défaillants, donc c'est ce qu'on appelle la génithérapie, ou d'aller remplacer le désordre au niveau du gène. Donc ce sont des résultats encourageants et aujourd'hui on est à une dizaine ou bien une quinzaine de maladies génétiques qui commencent à avoir un traitement. Dans la plupart de ces maladies, les organes vitaux sont épargnés. Ce sont plutôt les nerfs qui sont atteints. Ce qui veut dire que ces maladies ne changent pas l'espérance de vie de la personne tant qu'une autre maladie chronique ne s'en mêle pas. Merci Barakissa Ouattara pour toutes ces informations. Nous avons ce communiqué du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le ministre a le regret d'annoncer au monde de la culture le décès de M. Flani Sekou Kouyaté, artiste, musicien, héritier, détenteur du balafon sacré Soso Balaba, survenu le samedi 26 février 2022 à Bamako. L'artiste musicien aura marqué le riche patrimoine culturel mandingue durant toute sa vie à travers ses créations d'une rare qualité, ses panégyriques et ses contes qui ont contribué à perpétuer la tradition du mandé. Le ministre s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente au nom du gouvernement et à la grande communauté des Nyamakala et à sa famille ses condoléances les plus émues. Que son âme repose en paix. Amen. Un grand merci à nos téléspectateurs de Djalassagou, Tori et Sokura dans la zone de Bankas. On se retrouve demain, même heure, même plateau. Et n'hésitez surtout pas à visiter nos plateformes sur les réseaux sociaux. Bonsoir et excellente suite des programmes.